Dernier intervenant désormais, Damien, qui est salarié à la SNCF à Lille et membre de la direction du NPA. Bonsoir à toutes et tous. Alors, il m'appartient de conclure ce meeting de nos rencontres d'été révolutionnaires en disant quelques mots de l'état du monde dans lequel nous vivons. Les camarades avant moi ont bien décrit quand même la situation et évidemment toute la responsabilité que porte cette société capitaliste et ceux qui la dirigent dans la situation. Oui, mais voilà que dans le chaos qu'il crée pour générer en permanence un maximum de profit partout sur la planète, il arrive quelquefois que la situation leur échappe et que les maîtres du monde, aussi puissants peuvent-ils paraître et surtout se croient-ils, et bien que ces maîtres du monde finissent par tomber de leur piédestal. C'est un peu ce qui vient de se passer, quelque part, avec pour l'impérialisme français, avec l'évolution assez brusque de la situation au Niger, où un coup d'État vient d'être mené par l'armée. Alors pour illustrer un peu ça, on peut se pencher sur l'état d'esprit qui a agité les hautes sphères de la classe dirigeante française quand ils ont appris la nouvelle. Cet état d'esprit, il a été résumé simplement par un cadre dirigeant du groupe Orano. Vous savez, c'est cette multinationale, en fait, que vous connaissez sans doute sous le nom d'Areva, multinationale qui exploite l'uranium sur place. Et ben, ce cadre de ce groupe, il a fait un commentaire que j'ai trouvé personnellement d'une profondeur géopolitique assez incontestable. Il a déclaré « c'est tendu ». Bon. Et effectivement, il faut croire que c'est un petit peu tendu pour l'impérialisme français dans la région depuis quelque temps, parce qu'en fait, ce qui se passe au Niger, ça fait suite à des putschs militaires au Mali en 2020 et 2021, et au Burkina Faso en 2022. Deux pays qui constituaient jusqu'à présent des relais assez solides pour l'impérialisme français. Et c'est tendu au Niger, justement parce que ça devait être le pays qui allait accueillir l'armée française. C'est 1500 hommes. Ces avions Rafale, ces drones Reaper et tous ces moyens de renseignement suite justement au retrait des troupes du Mali. En juillet 2022, il y a un an, c'est au Niger que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait fait son premier déplacement. Et alors, elle avait fait un discours où elle qualifiait le Niger de pivot stratégique pour la France au Sahel. Bon, alors visiblement, on n'est pas tombé sur une visionnaire. Et on comprend du coup qu'elle se soit sentie un petit peu agacée par les événements brusques qui sont survenus cet été, puisqu'elle a déclaré que désormais pour la France, eh bien c'était terminé. Les coups d'État ne sont plus de mise. Pourquoi ? Parce qu'ils risquent de déstabiliser la région. Bon, alors là franchement en termes de mémoire sélective, je crois qu'on n'a pas fait mieux depuis un paquet d'années, parce que quand même, est-ce que c'est pas un certain Emmanuel Macron qui a été le seul président de tout le monde occidental à se rendre aux funérailles d'Idriss Déby, le dictateur du Tchad, qui a accédé au pouvoir en 1990 par un coup d'État, qui a été maintenu au pouvoir il y a 4 ans par les avions de chasse français. Est-ce que c'est pas un même Emmanuel Macron qui a passé 4 jours en Afrique lors d'une tournée en mars dernier pour serrer la paluche à tout un tas de bonhommes, dont Ali Bongo, dont la famille règne en véritable dynastie sur le Gabon depuis plus de 50 ans. Alors si effectivement c'est tendu pour l'impérialisme français depuis quelques années, c'est parce que c'est sa politique qui fait des ravages et qui suscite la détestation des populations sur place. Et franchement, c'est à juste titre. Parce que la France, elle est bien coupable. Coupable des guerres, coupable de la misère qui saigne cette partie du monde. Comme Orano, dont je parlais juste avant, qui en 2021 a fermé le site d'uranium de sa filiale au Niger sur place, laissant plus d'1 millier de salariés sans emploi et surtout exposés à la boue radioactive abandonnée sur le site. Ces multinationales comme le groupe Total, qui a exproprié 100 000 personnes en Ouganda pour mener à bien un projet pétrolier, main dans la main avec le dictateur du pays, et tout ça avec la complicité directe de la France. Coupable aussi, l'armée et les services secrets français, qui agissent comme des cow-boys. Au Mali, en Centrafrique, l'armée française, elle a été responsable de violences contre la population. Une armée qui intervient depuis 2012 maintenant, plus de 10 ans, dans cette région, au prétexte toujours réépuisé de la lutte
contre le terrorisme islamiste. Mais après plus de 10 ans, ce terrorisme, il n'a pas reculé d'un pouce. Et c'est la population qui en est la première victime, toujours prise en étau entre les armées impérialistes ou les milices à la Wagner qui sillonnent maintenant tout un tas de pays et les groupes terroristes qui sèment une terreur sanguinaire pour leurs propres intérêts. Coupable aussi, toute la classe politique française. Alors à chaque fois, c'est un petit peu le même tour de passe-passe. Les Hollande, les Sarkozy et puis maintenant Macron. Ils arrivent, ils font des discours, de la main gauche, c'est la fin de la France-Afrique, les relations d'égal à égal entre la France et les pays africains qu'il faudrait instaurer. Et puis, de la main droite, en fait, ils repositionnent les troupes d'un pays à l'autre comme sur un jeu d'échecs. Et là, ce qui se passe désormais, sous couvert d'une intervention de la CEDEAO, histoire de respecter quand même quelques formes, ce qui se passe, c'est que c'est bien d'une guerre dont Macron menace la population nigérienne. Une nouvelle sale guerre dont l'impérialisme français est coutumier depuis les années 60 et la fin de son empire colonial. Une guerre dont, encore une fois, le prétexte sera choisi comme on pioche un petit peu au hasard dans une pochette surprise, contre la menace terroriste, contre pour la démocratie, pour la paix, pour restaurer la stabilité une fois de plus. Et la stabilité dont il parle, évidemment, c'est celle de régimes à leur botte, de régimes qui affament les populations locales pour enrichir les poches de dictateurs locaux et de la bourgeoisie internationale. Alors pour nous, au NPA, en tant que communistes internationalistes, eh bien on affirme sans ambiguïté que la colère contre la France, contre l'impérialisme français, elle est juste. Nous revendiquons le démantèlement de toutes les bases militaires et le départ de toutes les troupes françaises d'Afrique et d'ailleurs. Les militaires qui sont désormais au pouvoir au Niger, ils savent exploiter cette colère. Mais en fait, ils n'ont aucune perspective à offrir à la population nigérienne. Et pour cause, leur seule option, la seule option qu'ils proposent, c'est de se débarrasser d'un maître parisien pour un autre maître à Moscou ou à Washington. Et ces puissances concurrentes à la France, bah, elles savent bien, elles aussi, tirer profit de la situation. Victoria Nussland, que vous ne connaissez sans doute pas, c'est la secrétaire d'État adjointe de la diplomatie américaine. Et elle s'est rendue tranquillement le 6 août dernier à Niamey pour rencontrer qui? Bah, le numéro 2 du pouvoir putschiste nigérien qui venait de se mettre en place. Et franchement, c'est pas une surprise parce qu'en fait, ils se connaissent bien. Parce que ce fameux bonhomme, il a été formé aux écoles supérieures d'officiers aux États-Unis. Jusqu'à présent, le rôle de gendarme dans cette partie de l'Afrique, pour le compte des intérêts impérialistes de toute nationalité, ce rôle, il était joué par la France. Et c'est peut-être ce rôle, effectivement, avec ces basculements successifs dans tout un tas de pays, qui est en train de filer entre les pattes de Macron. Mais franchement, on est quand même bien loin de la fin de la France-Afrique. Ces affrontements entre puissances impérialistes avec la peau des peuples en guise de monnaie d'échange, ils viennent s'ajouter à ceux de la guerre en Ukraine. Depuis plus d'1 an et demi, l'agression militaire de Poutine contre l'Ukraine et sa population est en cours. Ni côté russe, ni côté ukrainien, on ne dispose de chiffres officiels. Mais les dernières estimations que j'ai pu voir et qui circulent dans la presse, elles portent à 120 000 le nombre de morts dans l'armée russe et 70 000 le nombre de morts dans l'armée ukrainienne. S'y ajoutent les blessés, ce qui porte le total à 500 000 blessés et tués, autant dire une boucherie. S'y ajoutent les 8 millions de déplacés à l'intérieur du pays et les 8 millions de réfugiés à l'extérieur du pays. Autant dire un bilan humain effroyable. C'est pas étonnant qu'avec des chiffres comme ça, derrière lesquels, évidemment, il faut mettre des vies, c'est pas étonnant que le peuple ukrainien, il cherche tous les moyens d'en finir avec cette barbarie. Que la population veuille résister, y compris les armes à la main, face à cette agression. Parce que nul peuple ne peut vouloir vivre sous la botte d'une armée d'occupation. Et donc, pour nous, c'est par solidarité évidente avec la population ukrainienne, mais aussi par conviction internationaliste que nous affirmons que Poutine et son armée doivent partir au plus vite. Troupes russes hors d'Ukraine, pour que le peuple ukrainien puisse librement décider de son sort.
Alors, est-ce que Zelensky peut offrir une issue favorable au peuple ukrainien, justement? Alors, c'est pas faute d'essayer de faire bonne figure auprès de tous ses partenaires, hein. Le gars, quand même, essaye d'être l'ami des oligarques sur place, l'ami de tout le monde bourgeois occidental, de se présenter comme le garant de l'ordre capitaliste en Ukraine. Vous avez peut-être vu qu'il a attaqué quand même le code du travail dans le pays en plein milieu de la guerre. Bon. Et ben pourtant, ce Zelensky, il en est réduit à des jérémiades à chaque sommet international pour quémander quelques armes qu'on lui vend au prix qu'il faut. Une belle opération quelque part pour les profiteurs de guerre. En premier lieu, les entreprises de l'industrie d'armement qui ont vu leurs bénéfices littéralement exploser. Et franchement, c'est le coup classique quand même de toutes les guerres sous le capitalisme. Victimes par milliers sur le front, pendant que derrière, les profiteurs de guerre empochent les milliards. La guerre, c'est quand même bel et bien l'illustration d'un monde dégueulasse. Et c'est précisément pour cela, pour en finir avec la guerre, que nous voulons renverser une bonne fois pour toutes la société capitaliste qui les nourrit. Les 1300 kilomètres de front de cette guerre en Ukraine, en fait, ils n'ont pas bougé depuis plusieurs mois déjà. Même la fameuse contre-offensive, vous savez, qu'on nous servait dans les médias jusqu'en France comme devant ébranler un peu toute la situation, cette fameuse contre-offensive ukrainienne, elle semble rien y faire. Alors évidemment, depuis quelques jours, la situation devient sérieuse. Il y a un peu un sauveur là qui vient d'émerger. L'un de ceux sans doute qu'on attendait le moins. Bon, mais la situation est tellement pourrie que sans doute qu'elle a les sauveurs qu'elle mérite, comme on dit. Parce que devinez qui on a vu débarquer là à la télé française cette semaine? Eh bien, notre bon vieux Sarkozy. Voilà. Alors celui-là, c'est sûr qu'il nous avait pas manqué. Alors, à la base, ça avait rien à voir avec la guerre en Ukraine, hein. Sarkozy à la télé. Il est arrivé, en fait, il a sorti un bouquin pour vanter tous les mérites qu'il avait eu à exercer le pouvoir présidentiel en France. Bon, alors, vendu comme ça, c'est vrai que même nous, on a hésité à le proposer à la librairie parce que ça avait l'air assez intéressant quand même, cette affaire. Mais il s'est pas contenté juste de dire ça, hein. Il est quand même arrivé, il avait quand même toute une réflexion, un gars intelligent, faut croire, sur justement la guerre en Ukraine. Et sa réflexion, c'était de dire que bon, Poutine, ok, dictateur de son pays, Poutine poursuivi par un mandat d'arrêt international, du coup il peut même plus sortir de chez lui. Poutine, ok, c'est le bourreau du peuple ukrainien, mais bon, aille bien réfléchir, ce Poutine, va peut-être bien falloir discuter avec lui pour s'entendre, hein, vous voyez bien. Alors, vous allez me dire, pour s'entendre notre classe dominante sur le dos des peuples, pour faire rouler les affaires, il n'y a pas besoin d'un éclair de génie à la Sarko pour y penser, hein. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la mémoire courte. Parce qu'en fait, ce qu'il propose là, c'est que recycler les vieilles recettes du passé. Parce que c'est avec le même genre d'arrangement, avec le même Poutine, que Bachar al-Assad avait fini par être sauvé en Syrie, quitte à laisser les avions russes bombarder au passage des milliers de Syriens qui, à l'époque, étaient en révolte contre le régime. Alors évidemment, c'est sûr que c'est très probable que les Ukrainiens, la population ukrainienne sous les bombes, elle s'en cogne pas mal de ce qu'un Sarkozy a à dire à la télé française, ça c'est sûr. Mais c'est aussi l'illustration que les Sarkozy et puis surtout les Macron et les Biden, eux aussi s'en cognent pas mal des Ukrainiens. C'est l'illustration que l'opposition entre puissance russe et occidentale, en fait au fond, elle est loin d'être irréductible. Et pour des raisons très politiques. Parce que c'est Poutine qui jusqu'à présent assure un rôle de gendarme dans cette partie du monde. En plus de la Syrie que je viens d'évoquer, il a su aider à la répression de soulèvements populaires au Biélorussie et au Kazakhstan ces dernières années. Répression que personne, et surtout pas ses alter-ego français, américains ou allemands, ne lui ont reproché, bien au contraire. Alors ça, c'est un avertissement. Un avertissement pour le peuple ukrainien, évidemment, mais aussi pour toutes les populations qui luttent pour leur survie, pour leur destinée partout dans le monde. Pour ne pas se retrouver otage des calculs des grandes puissances impérialistes, quelles qu'elles soient, il faut lutter et résister, certes, mais en toute indépendance politique des forces bourgeoises qui mènent à l'impasse. Pour le peuple ukrainien, cela veut dire combattre contre les guerres de Poutine, mais pas contre les Russes. Pour les travailleurs et les peuples du monde entier, cela veut dire ne faire confiance ni à Poutine, ni à Macron, ni à Biden. Ces puissances impérialistes ne défendent que leurs intérêts propres, mais surtout défendent en commun l'ordre capitaliste mondial. Alors à nous,
peuples et travailleurs du monde entier, de défendre nos intérêts de classe par-delà les frontières. Parce que pour nous, il ne peut pas y avoir de guerre entre les peuples et surtout pas de paix entre les classes. Et affirmer cela, en fait, au fond, c'est pas qu'une affaire de slogan en meeting. C'est une question de perspective politique. Le monde, il va mal. Il va très mal. La guerre, peut-être mondiale d'ailleurs, elle peut menacer. Mais au NPA, on pense qu'on doit faire face. Il faut refuser de subir le monde actuel. Il faut trouver les voies et les moyens pour imposer d'autres choix à l'échelle de toute la société en contestant pour de vrai le pouvoir des capitalistes sur la marche du monde. Oui, mais comment? Eh bien, le premier truc qu'on a envie de dire, c'est que l'heure est loin d'être à la résignation, pas seulement dans ce meeting, dans ces RER, mais partout dans le monde. Loin d'être à la résignation pour le prolétariat lui-même. Tout simplement parce que c'est devenu une question de vie ou de mort. En Argentine, l'inflation, elle dépasse les 110% sur l'année écoulée. À ce niveau-là, c'est des centaines de milliers, des millions de personnes qui basculent du jour au lendemain dans la pauvreté absolue. C'est le quotidien qui devient une affaire de survie. Alors pas le choix dans ces circonstances-là. Il faut entrer en révolte. Quand les supermarchés ils sont pris d'assaut, comme c'est le cas actuellement par tout un tas de gens, c'est pas des pillages comme les médias avec leur discours méprisant en parlent. Non, c'est un soulèvement massif pour pouvoir manger chaque jour. Le résultat des dernières élections en Argentine, justement, il porte le candidat d'extrême droite à 30% des voix. C'est un signal d'avertissement aussi. Parce que ce candidat-là, c'est un candidat de combat pour la bourgeoisie, pour mettre à genoux le prolétariat et lui faire violemment payer la crise. Mais en Argentine et sans doute partout dans le monde, les classes populaires, elles sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer au passage les camarades des organisations révolutionnaires sur place avec lesquels nous sommes en lien et qui mènent tous ces combats au quotidien. Depuis une dizaine d'années, il y a des révoltes de masse qui secouent la planète et qui nous inspirent confiance. Elles montrent qu'il n'existe d'ailleurs aucun préalable pour que les opprimés et les exploités finissent par dire merde aux classes dirigeantes qui les oppriment. En 2011, nous puisions notre énergie et notre inspiration dans la révolution des prolétaires de Tunisie et d'Égypte qui ont fait tomber des régimes dictatoriaux qui étaient vieux de 40 ans à l'époque. En 2019, 2020, 2021, c'est la révolte des populations d'Amérique du Sud, au Chili ou en Colombie qui a été l'étendard de la contestation sociale contre la vie chère dans le monde. En 2022, c'est le courage des femmes iraniennes qui a explosé contre le pouvoir des ayatollahs en déchirant le voile de leur oppression, comme un véritable cri de défi aux puissants pour tous les opprimés de la planète. Alors bien sûr, là, en quelques mots comme ça, je me contente d'évoquer quelques-unes des plus grandes luttes qui ont marqué l'actualité internationale. Mais ces révoltes, et toutes celles que j'oublie, elles sont quand même une sacrée épine dans le pied de tous les régimes bourgeois de la planète. Il n'y en a pas un aujourd'hui qui ne pense pas à ça, pas juste à comment je vais piquer des parts de marché aux voisins, mais aussi comment je vais faire face à l'ébullition sociale en cours, comment faire face à cette lutte de classe internationale particulièrement intense. Le capitalisme aujourd'hui, il est complètement incapable en réalité de faire fonctionner la société correctement. Un exemple, la crise écologique qui prend des proportions gigantesques. Il faudrait en fait des mesures drastiques pour modifier très vite, de manière urgente, la production d'énergie. En réalité, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Pour la seule année 2022, les investissements dans les hydrocarbures, ils ont été estimés à 628 milliards de dollars. Ça semble déjà pas mal. Mais en 2023 et 2024, ils sont en augmentation, passant la barre des 700 milliards. Alors ok, la planète, elle se porte mal, mais l'économie fossile, elle se porte très très bien pour le coup. Alors pourquoi une telle envolée? Parce qu'il y a la guerre en Ukraine, et qu'elle a rebattu
toutes les cartes de l'approvisionnement de l'énergie mondiale, en particulier en Europe. Mais ces cartes, elles ont été rebattues à la manière capitaliste. Alors, malgré les sanctions sur le pétrole russe, par exemple, croyez pas qu'il n'y a plus de pétrole russe dans les réservoirs des bagnoles européennes. Au contraire. Sauf que ça se passe juste un petit peu différemment. Ce pétrole russe, désormais, il transite via l'Inde, qui l'achète clandestinement et le revend tout propre, tout blanchi, en Europe. Avec pour résultat, un pétrole russe devenu particulièrement bon marché, ce qui en retour a boosté la production mondiale d'hydrocarbures, réalisant la boucle où une catastrophe guerrière renforce une catastrophe climatique, où, par ses règles, par son ADN même, le capitalisme ne fait qu'ajouter la catastrophe à la catastrophe en continu. Parce que quand on a le profit comme seule boussole, et que rien d'autre ne peut entrer en considération, eh bien ni les vies humaines, ni les dégâts environnementaux, ni la misère généralisée ne peut arrêter la machine. Et si ceux qui dirigent la société aujourd'hui sont pas capables d'assurer des conditions de vie et un avenir correct pour tous, eh ben franchement qu'ils passent la main. Parce que nous, les travailleurs, on a les moyens de faire fonctionner les choses de la bonne manière, en fonction de l'intérêt général et non de celui d'une petite minorité. En commençant par exproprier, sans indemnité, tous ces grands groupes capitalistes pour les transformer en propriété collective, sous le contrôle des travailleurs et de la société tout entière. Et l'expropriation de ces capitalistes, encore une fois, c'est pas qu'un slogan. En fait, c'est tout un programme. Lointain, rêveur peut-être, diront certains. Bon, pourquoi pas rêver un peu d'ailleurs. Mais surtout, pas si rêveur que ça. Parce que les choses, elles peuvent aller vite. Très très vite même. Parce que pour nous, c'est pas d'institutions pantouflardes, moisies jusqu'à la moelle, dont on attend le changement. Nous attendons le changement des luttes de masse. Quand les explosions sociales de millions d'exploités surgissent d'un seul coup, sans crier gare, et viennent rendre crédibles, rendre possibles des solutions qui, hier encore, paraissaient complètement démentielles. Et dans ces moments-là, nous sommes une force collective, une force de coercition contre le pouvoir capitaliste, une force capable d'imposer d'autres choix à toute la société. Et dans toutes les luttes, même la plus petite grève, jusque dans ces grands soulèvements, dans toutes ces luttes, il y a des expériences à généraliser, des expériences faites dans la lutte des classes. Alors comment faire pour éviter les pièges qui se représentent à chaque fois? Comment faire pour justement prendre le meilleur de chacune de ces expériences et faire que ça nourrisse les autres et ne pas recommencer le film à chaque fois? Et bien évidemment, pour nous la réponse, c'est qu'il n'y aura pas de raccourci pour faire des pas en avant. Il faut que les travailleurs possèdent leur propre parti, dont ils soient la colonne vertébrale et la tête. Un parti capable d'ouvrir une issue révolutionnaire aux révoltes de masse qui secouent la planète. Un parti des travailleurs communistes et révolutionnaires. Et bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, et je finis là-dessus, c'est que le NPA, c'est pas la seule organisation sur cette planète qui se fixe cet objectif. Alors, les débats et les désaccords qui traversent toutes les organisations révolutionnaires sont d'une importance déterminante. Mais devrait être aussi déterminant notre capacité à agir ensemble pour représenter un pôle crédible et audible dans la lutte des classes. Alors, et je finis là-dessus, c'est vrai que dans les tempêtes un peu difficiles qu'on traverse en ce moment, c'est sûr que pour l'instant, il faut encore souvent faire plus appel à notre imagination qu'à autre chose pour entrevoir des lendemains qui chantent. Mais s'il y a une chose dont on peut être persuadé, c'est que nous, jeunes, travailleuses, travailleurs, qui faisons le choix de militer, de lutter pour arracher chaque victoire, nous qui voulons construire un parti révolutionnaire, communiste et internationaliste, eh bien à nous tous, l'avenir nous appartient. Je vous remercie.